Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Ce soir, je vous propose de revenir sur la fusion entre l'agence Proximity et TBWA Paris, deux agences de pub de l'univers Omnicom qui ont fusionné il y a maintenant à peine 1 an et demi. Et déjà, ils sont sacrés agences de publicité de l'année dans le réseau publicitaire de l'année également. Quels sont les secrets de cette fusion réussie? On en parlera dans un instant avec Olivier Riff, qui est le vice-président exécutif de TBWA Paris. On sera également avec l'une de nos toutes dernières licornes françaises. Il s'agit d'Encore Store, place de marché qui met en relation les commerçants indépendants et les fournisseurs. Quel rôle ont-ils à jouer dans la digitalisation de l'ensemble de nos petits commerçants? On en parlera avec l'un des cofondateurs de cette licorne qui a levé il y a quelques semaines 250 millions d'euros. Et puis on terminera avec notre plongée mensuelle au cœur de la transformation des entreprises avec Arnaud de Malocène, le directeur du développement de The Boson Project, et Édouard Duroyon, qui est lui DG de la SAHLM de l'Oise. Est-ce que c'est possible de transformer un bailleur social? Est-ce que dans un écosystème plutôt stable, plutôt immobile, eh bien, on arrive à apporter à la fois de l'agilité et de la disruption? Eh bien, on terminera là-dessus cette émission. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'accueille Olivier Ripp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président exécutif de TBWA Paris. Olivier, vous dirigez Proximity, qui a fusionné avec TBWA Paris. C'était en octobre 2020. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette fusion qui est assez récente quand même. Quelles étaient les spécificités des deux agences et pourquoi ce mariage en fait? TBWA, on le connaît tous, Ouais. très belle agence de pub avec un point de vue mondial, disruption compagnie. Proximity, moins connu, on existait depuis à peu près une vingtaine d'années, toujours chez Omnicom, on était une filiale d'Omnicom comme TBWA, plutôt sur ce qu'on appelle feu le marketing opérationnel ou relationnel, mais avec une vraie conversion sur le digital, donc à peu près 200 personnes qui avaient fait leur mutation sur le marketing et le digital. Voilà, donc une grande agence de publicité et une très belle agence de marketing digital. Voilà. Et pourquoi ce mariage alors? Parce que c'est quoi? C'est juste une question de rationaliser. À un moment, il y a trop d'agences, il faut réduire un peu le périmètre et finalement mettre deux entités qui existent déjà ensemble, ça marche mieux? Ou il y a d'autres raisons plus Non, profondes? objectivement, non. Non, il n'y avait pas du tout une volonté de rationaliser. Il y avait plutôt une volonté de mettre deux métiers fortement complémentaires, les mettre dans un même lieu avec des métiers, des compétences, des talents et des clients très complémentaires et les rassembler pour pouvoir adresser nos clients avec l'étendue de l'offre, la publicité et le marketing. Donc les deux agences se portaient plutôt bien, pour être très franc, et ça marchait plutôt bien. Donc non, il fallait juste mettre ça sous un même toit avec une seule volonté d'apporter toute l'offre à un annonceur. J'ai regardé un peu ce qui s'est dit au moment de la fusion et donc c'était marqué dans la presse, et je sais qu'en général on croit ce qui est écrit dans la presse. Vous aviez pour ambition de créer une nouvelle structure hybride associant créativité, data et hyper-ciblage. Vous êtes toujours sur cette ligne-là? Oui. Alors sur la notion de data et hyper-ciblage, bien sûr, ouais, on voulait vraiment rassembler ces trois compétences-là. Moi, je préfère parler de mass targeting, en fait. L'hyper-ciblage, dans le monde anglo-saxon, on appelle le precision marketing. Et la data, c'est un moyen de faire du precision marketing. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, c'est la créativité et le mass targeting. Dans l'environnement média d'aujourd'hui, ça marche plutôt bien, ces deux compétences-là. Et ça se marie bien avec la créativité? Oui, en fait, oui, parce que si on prend le mass targeting, ça nous permet d'identifier des audiences, des groupes d'audience. La grande différence de l'époque, on adressait tout le monde au même niveau avec le même message. On a la capacité avec les plateformes, les réseaux sociaux et les médias d'aujourd'hui de pouvoir faire des grands bassins d'audience. Et ça nous donne beaucoup d'insights. Et cet insight nourrit souvent la création. Et après, dans l'autre sens, lorsqu'à un moment donné, la création est au rendez-vous, ça nous permet de le distribuer avec différents formats, différents discours narratifs sur tous ces bassins d'audience. Donc oui, ça se marie très bien, oui. Mais c'est pas quand même des compétences qui sont tellement différentes que finalement les gens ont du mal à se parler entre eux? En fait, oui, mais quand on regarde le métier historique de la publicité ou du marketing, en fait, on met des gens différents, on les fait travailler ensemble, et toute la magie de ce métier-là, c'est lorsque la chimie prend. Donc, en fait, c'est dans l'ADN de notre métier. Et puis, effectivement, ces dernières années, alors maintenant, c'est 10, 15 dernières années, parce que le digital n'est plus nouveau, de mettre ça autour de la table et de réussir à l'orchestrer, ça crée de la magie. Je prenais l'exemple, on a dans l'équipe, on a un Stéphane Galissé, par exemple, qui est le Head of Data, qui était précédemment de Head of Data de Carrefour Monde, avant chez
chez Yves Rocher. Sa spécificité, quand on l'a, en fait, il pourrait travailler ailleurs que dans une agence de publicité, pour être très franc. Mais sa passion et sa spécificité, c'est de mettre la data au service de la création. Et c'est génial d'avoir ça. Et avant, il a vu 2 lions à son actif dans son agence précédente, pour Netflix, pour Babolat. Donc, quand vous arrivez ce genre d'expertise qui aime la création et de faire travailler ça ensemble, c'est magique. Et si vous, demain, vous interrogez Stéphane Gallissé à ma place, vous verriez combien il est très heureux de mettre la data au service de la création. Vous avez effectué donc cette fusion en octobre 2020, donc ça fait à peine 1 an et demi. Ouais, déjà. Aujourd'hui, elle est réussie, achevée cette fusion, ou il y a encore des chantiers en cours? Non, il y a des chantiers, mais elle est réussie si on en juge les résultats obtenus. Peut-être qu'on y fera référence. Ouais, Mais on va en parler après. j'ai l'impression que ça a été, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, parce que comme 1 an et demi est une période un peu spécifique, un peu singulière, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 ans. Vos équipes, elles ont réussi à se rencontrer à un moment quand même, ou... C'est ça qui est, en fait, c'est quand vous dites est-ce que c'est déjà achevé, pas forcément en fait. C'est-à-dire qu'on a fait 1 an et demi de rapprochement dans le contexte qu'on connaît, où les équipes, pour être très franc, se sont pas vues. C'est-à-dire qu'à peu près les 2 entités réunies, c'est à peu près 500 personnes. Et en gros, on est en full télétravail depuis pratiquement la fusion. Donc non, elles se sont vues à travers des projets, elles se sont vues lorsqu'on crée des équipes commando physiquement, tout en respectant les règles sanitaires. Donc non, c'est en fait, oui, ça a bien réussi aujourd'hui, plutôt même très bien réussi. Mais la prochaine étape, c'est que physiquement, maintenant, les gens partagent ce bonheur-là. En fait, la grande frustration, c'est qu'on n'a pas pu célébrer ça, alors que c'est quand même 1 an et demi de folie, dans un contexte de dingue. Et que maintenant, les gens doivent se croiser dans les couloirs, échanger de vive voix pour que ça soit encore beaucoup plus créatif, parce que c'est là où ça se passe en général. Vous co-présidez avec Anne Vincent. Tout à fait. Comment ça se passe quand on co-préside? Est-ce que chacun reste sur son précaré? Vous avez des garde-fous, des barrières, ou vous faites tout ensemble, à l'inverse? Non, objectivement, c'est aussi ça la magie de ce rapprochement. J'ai toujours été, de toute façon, à titre personnel, dans des co-présidences la plupart du temps, et je crois beaucoup au collectif, et c'est ce qui nous a rejoint avec Anne, Guillaume et toutes les équipes. Dès le départ, Guillaume Panot. Dès le départ, il y a eu cette volonté de créer ce collectif-là. Donc, effectivement, au quotidien, Anne et moi, on prend les décisions. On se parle très souvent, même tous les soirs. Donc, non, il n'y a pas de chasse gardée, il n'y a pas de terrain de jeu. Il y a des missions ponctuelles sur tel client ou sur telle compétition ou sur tel dossier. On se répartit pour que ça aille vite, pour ne pas alourdir la décision. Mais non, tout se prend à 2 et tout s'opère à 2 avec justement des cultures, des points de vue, des expériences, des genres différents. Donc non, très complémentaire dans le management et au quotidien, on décide ensemble. Ouais. Et ça se passe très bien. Alors, 1 an et demi à peine après cette fusion, vous êtes nommé agence de publicité de l'année. Oui. Dans le réseau de l'année. Dans le réseau de l'année, en plus. Les deux se synchronisent, ça marche plutôt bien. Ouais. Ça veut dire que la stratégie est payante? Oui. Oui, en fait, la stratégie, on ne va pas se mentir, je pense que tout le monde a la même stratégie, quoi. On peut parler des autres groupes, mais data, médias, digital, création, tout le monde a plus ou moins la même stratégie et appuie plus ou moins différemment sur les leviers. Il y en a d'autres qui vont appuyer sur la technologie, d'autres sur la data, d'autres sur la création. Donc la stratégie, elle n'est pas neuve. Je pense, effectivement, c'est la manière dont on l'a opérée, où on a vraiment un savant équilibre entre publicité et marketing. Il n'y en a pas un qui domine l'autre et vice-versa. Et puis, oui, je pense qu'on a su gérer un collectif. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, oui. C'est vraiment un bon équilibre et la gestion d'un collectif pour que tout le monde prenne plaisir à ça. C'est le collectif, le secret de la fusion réussie? Ah oui, franchement, oui. Ah oui, franchement, oui. Ouais, ça paraît un peu bateau, hein. Je ne vais pas dans cette miracle. J'aurais bien aimé. Je suis désolé, pourtant le titre est là. Mais les équipes se connaissent. TB, les équipes sont C'est plus facile quand on est déjà au sein d'un même groupe, il y a une certaine culture déjà qui existe. Et puis, ça reste un métier où c'est l'humain, en fait. La matière première, c'est du cœur, du cerveau. Et il faut faire collaborer des gens. Et plus les gens se connaissent depuis longtemps, plus on gagne du temps et plus la confiance s'installe. Donc, que ce soit Proximity, où ça fait plus de 15 ans que l'équipe opère ensemble, que ce soit TB, où ça fait autant d'années. Et puis, en plus, les deux, on se connaissait. On est dans le même groupe. Et ça faisait déjà 2 ans qu'avec Anne et Guillaume, on se parlait, en fait, pour être très franc. 2 ans qu'on imaginait 2 ans ça. avant d'annoncer la fusion. 2 ans avant la fusion, 2 ans qu'on imaginait, qu'on avait envie. Et voilà, donc oui, c'était... Oui. La magie, c'est le collectif, mais un collectif qui se connaît, en fait. Ouais, c'est mieux. On disait, vous êtes donc agence de publicité de l'année et vous avez décroché pas mal de gros portefeuilles clients. On va citer Aldi, Air France, Peugeot, Schweppes. Et certains de ces annonceurs, moi c'est ce qui m'a frappé dans ces gains-là, c'est qu'en fait certains de ces annonceurs étaient depuis super longtemps, des années et des années chez leur ancienne agence. Oui. Comment... Parce que ça crée quand même
une proximité avec l'agence quand on est dans cette relation long terme. Ouais. Comment vous arrivez à disrupter cette relation-là, pour employer le mot Merci de l'utiliser, de le remettre là où il devrait être, en tous les cas. En fait, pour être très franc, quand on a travaillé sur le projet et quand on l'a présenté à Omnicom, parce que c'est un projet qu'on a défendu à Omnicom à New York, c'était pas comme ça un beau matin, il y avait vraiment cette volonté effectivement de casser, pardonnez-moi, mais cet establishment en fait, le fameux duopole en France, Publicis-Havas, où effectivement des marques étaient plus de 30 ans. Parmi les marques que vous avez citées, c'était là plus de 30 ans avec les mêmes agences. Et dès le départ, ça a été écrit, parce qu'on se disait que les groupes anglo-saxons devaient pouvoir, en France aussi, c'est le 6e marché mondial quand même, et donc c'était dans l'ambition de départ. Et effectivement, honnêtement, on n'aurait pas imaginé que ça soit aussi réussi par rapport à l'ambition, puisqu'on a enchaîné les marques que vous avez évoquées. Donc non, comment ? Justement parce que l'environnement média a changé, la manière dont on opère la communication aujourd'hui, on a toujours la création au cœur. La manière, par contre, dont on va distribuer cette création a énormément changé. Et la manière dont on va effectivement travailler pour identifier ces idées-là, ces plateformes, ces audiences-là. Donc on est arrivé avec deux entités qui se connaissaient, un point de vue d'Omnicom Monde aussi quand même. On est quand même sur le premier marché mondial, pas un petit acteur américain, donc on apprend beaucoup de ça. Et puis deux cultures, celle de l'audience et celle de la création. Et quand on arrive sur des marques aussi importantes où on ne peut pas considérer uniquement le haut du tunnel ou le bas du tunnel, l'awareness, la considération, on ne peut pas les distinguer, tout est lié quand vous achetez un billet d'avion, quand vous achetez une voiture, ce n'est pas des moments différents. On a su démontrer que c'était génétique et qu'on savait l'opérer en fait, avec justement le côté pluridisciplinaire des talents et des experts qu'on a su mettre autour de la table. Et ça a été vraiment, si vous deviez interroger les marques que vous avez citées, les raisons de ce succès-là, je pense qu'ils diraient que ça s'est senti génétiquement vrai en fait. C'est-à-dire que ça soit Air France, Peugeot, Schweppes ou Aldi, nous étions nombreux autour de la table, plusieurs voix s'exprimaient avec la même volonté, la même idée, la même plateforme stratégique et une mise en œuvre différente sur les différents points de contact, mais c'était porté par un collectif, pas que par une ou deux personnes en fait. C'était ça la différence, point de vue et l'incarnation de ce point de vue. Vous parlez des différents points de contact et moi j'ai l'impression quand même que la pub aujourd'hui a multiplié les terrains de jeu grâce au digital, vous êtes le spécialiste, mais par les réseaux sociaux évidemment. Et pourtant, ça suppose, j'imagine, des formats différents d'une plateforme à l'autre, dans des budgets d'annonceurs qui sont de plus en plus contraints et la période qu'on traverse va sans doute renforcer cela. Comment est-ce que vous adressez ces sujets ? Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, de toute façon, tout est digital, même la télé, en fait. Donc, en soi, trouver une idée, capacité à l'exécuter avec l'exigence du crafting et sur plusieurs formats et sur plusieurs plateformes. Et en plus, si on adresse le fameux funnel de conversion, ça demande énormément de formats. Dans une des propositions, notamment Air France, on a expliqué cette difficulté à comment on peut produire autant de formats pour capter l'attention et transformer ça en considération ou en business. On arrivait sur certaines campagnes à 10 000 formats. Donc effectivement, globalement, économiquement... Mais c'est impossible. Si, quand vous commencez à rentrer dans une même idée, mise en scène sur les différentes plateformes que vous avez évoquées... Mais l'annonceur, il ne peut pas payer 10 000 formats, si ? Non, tout à fait. Mais d'accord. Effectivement, ça veut dire que dans l'ensemble de ces propositions, on arrive avec une capacité à faire de la création, une capacité à l'orchestrer, une capacité à la produire. Et là, on fait appel, effectivement, dès le départ, sur des structures de production qu'on a dans Omnicom, que les concurrents ont, à être capable de faire... le hero content, de l'adapter sur les formats et dans certains cas, de faire appel à l'intelligence artificielle lorsqu'on est sur des formats de bas de funnel. Donc la complémentarité des deux permet d'adresser avec la même exigence, la même idée, l'ensemble du tunnel. Et aujourd'hui, c'est opéré. Quand on a gagné la marque d'automobile que vous avez citée, on a gagné sur la création, mais aussi sur la production, sur plusieurs pays. Et c'était deux appels d'offres différents. Et on les a gagnés simultanément. Parce qu'on ne peut pas adresser cette capacité de multipoint à capter une attention, à la transformer, sans adresser le sujet de production aujourd'hui. L'autre sujet, au-delà des budgets des annonceurs, c'est évidemment la transition écologique. Il y a un de vos collègues, Benjamin Marchal, qui est vice-président du Club des directeurs artistiques et qui est co-directeur de création chez TBW à Paris, qui a signé dans Stratégie une tribune intitulée « Changer ou crever ». Votre profession est-elle à ce point-là en danger ?
Non, je pense pas. Non, mais il avait raison en fait dans ce qu'il dit. Il dit revenons aux fondamentaux, cultivons aussi la création, parce que c'est ça qui fait la différence. Et il a raison en soi. C'est-à-dire que on regarde depuis les 15 dernières années, que ce soit Facebook ou autre, c'est vrai que ça a changé la distribution, mais au final, on voit bien que la création émerge. Jean-Marie Dru avait encore publié dans une tribune qu'une étude McKinsey montrait que la création montrait énormément l'impact et la transformation des marques et l'efficacité des campagnes. Donc non, lui, ce qu'il dit, c'est ne tombons pas dans les excès parfois que le digital peut nous dire, revenons aux fondamentaux et n'oublions pas ce pourquoi est fait notre métier. Donc, et puis le changement, la manière dont il adresse, c'est en capacité à adresser toutes les compétences nécessaires pour livrer cette création comme il se doit. Donc oui, changer ou crever, oui, mais nous on a changé, ça a plutôt bien marché. Ceux qui résistent, de toute manière c'est inévitable, la culture de l'audience, les plateformes, l'exigence créative pour émerger dans une saturation média de plus en plus forte. Oui, s'il y a une résistance, de toute manière, je pense que le verbe crever est réel pour certains, oui. En tout cas pas pour nous. Pour revenir sur le terme changer et sur le terme disrupter, puisque c'est votre claim, c'est quoi la différence entre les deux? Changer, en fait, il n'y en a pas. Il y en a un qui a été marketé, improvisé, brandé, qui nous a attribué. Mais pareil, Jean-Marie Dru, dans son dernier recueil, disait tout change, rien ne change, en fait. Changer, soit on le subit, disrupter, on le pilote, on a l'audace de faire le changement, de l'accompagner, parfois de le provoquer, parfois d'être en tête de pont de ce changement-là. Donc il n'y en a pas, il y a juste une différence de soit on le subit, soit on l'organise, on l'orchestre, et en fait, en général, ça marche plutôt bien. Donc la disruption, c'est mettre au même niveau la communication et le marketing, ça tombe bien, c'est ce qui se passe dans les grands chamboulements de la communication et des médias. Donc aujourd'hui, c'est une évidence, il y a 20 ou 30 ans, ce n'était pas une évidence, mais c'est dans le code génétique de la disruption. Et la disruption veut juste mettre l'audace d'embrasser le changement, et pourquoi pas même de l'adresser en amont pour que le secteur suive. Donc non, c'est juste une façon de le subir ou le piloter. Il y a une autre phrase que j'ai relevée de votre collègue Benjamin Marshall qui pose cette question: peut-on encore gagner des prix en vendant des produits? Aujourd'hui, on attend des créatifs qu'ils sauvent la planète. Ouais. Ça bouleverse quand même pas mal votre secteur, cette histoire. C'est vrai. Mais en fait, il fait référence dans son article, il fait référence à Cannes, en fait, ce grand festival qui reconnaît les lions, qui reconnaît les plus belles créations au niveau monde. Et dans son article, il dit... il fait référence au dernier Cannes. En gros, globalement, beaucoup de prix sont dans des causes, à 80 ou 90%, je crois. Est-ce que c'est pas un abus? Est-ce que c'est pas un excès? Est-ce que de fait, est-ce que c'est ça qu'on demande aux créatifs? Donc non, il fait juste un constat. Est-ce qu'on peut revenir aux fondamentaux? Est-ce qu'on peut avoir des prix pour ce et pourquoi? Votre métier, on est d'accord, ça reste de vendre des produits. Exactement. Pas de vendre des valeurs? Alors, vendre de produits, alors non, c'est très intéressant. Vendre des produits, créer des marques. Pareil, l'actif le plus important aujourd'hui dans une société, c'est la marque. Donc, en fait, de créer une marque avec ses valeurs, avec ses expériences clients et avec ses produits. Donc, notre métier consiste à synchroniser tout ça. Et quand ça marche bien, et quand tout ça est synchronisé, ça marche plutôt bien. Donc vendre des produits, c'est une conséquence. Mais vendre des produits quand ils sont bons, c'est déjà pas mal. C'est plus facile. Mais en plus, introduire la notion de valeur, la notion de brand, la notion d'equity, c'est aussi très intéressant. Et ça dure un peu plus longtemps que vendre des produits, en fait, quand on associe tout ça. Quel est le futur de la pub selon vous? On parle de plus en plus d'hyper-personnalisation, on parle de demain des panneaux qui vont nous reconnaître dans la rue et nous adresser des publicités spécifiquement pour nous. Vous n'aurez pas la même que moi en passant devant le même panneau. Comment vous le voyez ça, ce futur de la pub? Est-ce qu'à un moment on ne va pas se dire stop? Mais complètement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette notion d'hyper-spécialisation qu'on appelle le precision marketing, moi je ne l'ai jamais porté en fait, alors que je suis né dedans, soi-disant. Moi je parle de mass targeting, c'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, il y avait un concept qui s'appelait le permission marketing, qui aujourd'hui se traduit par une loi qui s'appelle le GDPR. Donc en fait... le RGPD. Le RGPD, oui, pardon, excusez-moi. Mais il y a 20 ans, cette notion de on ne pourra pas adresser l'individu sans son consentement existait déjà dans les pure players en natif ou les digital natifs, comme on disait. Donc en fait, non, il y a eu des excès, il y a eu des abus. J'avais fait un article à l'époque sur la programmatique et la dernière arnaque du digital. On arrive à son terme, en fait. Donc non, je pense pas. Et il y a encore 10-15 ans, chez Accenture, je faisais les premières expériences de télévision interactive en synchronisant des bases de données avec TPS ou Canal. Donc c'est pas nouveau, en fait, on les a déjà fait. La réalité, c'est qu'au final, l'hyper-personnalisation, si elle n'est pas souhaitée par un consommateur, elle n'a pas de valeur et elle va disparaître. Et en plus, aujourd'hui, elle a besoin d'être transparente. Donc ça ne se fera pas contre le consommateur. Et en fait, je pense que là, on va revenir à cette notion de mass targeting. C'est-à-dire que
Là où on avait un média de masse, on a eu l'excès du digital de hyper-personnalisation. Pour des raisons économiques, il y a eu énormément d'investissements là-dessus. Peu de marques s'y retrouvent entre les investissements architecture technique et marketing, ça demande, et l'efficacité. Le juste milieu, c'est le mass targeting. On peut adresser dans l'environnement média aujourd'hui énormément d'audience, créer ces groupes d'audience-là et adresser un message. Et là, je crois plus à ça qu'à autre chose. Et l'hyper-personnalisation redeviendra vers ce qu'on appelle le CRM, le relationnel. Aujourd'hui, avec la fin des cookies, l'email revient en heure de gloire. Et c'est là-dessus qu'on va faire la personnalisation, avec l'autorisation du consommateur. Justement, on a eu les chiffres là cette semaine des prévisions du marché de la pub et en gros, on a toujours le même triptyque en tête, hein. Google, Amazon, Facebook, voilà. 70% pour les prochaines prévisions en termes de capture de marché. En digital. En digital. Il n'y a pas moyen d'inverser cette tendance. C'est plié, là. Le match, il est plié. Non, je ne pense pas. Alors déjà, au même moment, parce que là, quand on fait ces études-là, on se concentre sur le digital, on s'aperçoit que la télé, paradoxalement, elle est soi-disant morte. On continue à consommer. C'est très, très étonnant, d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire que quand on fait ce focus sur les 3 acteurs ou les GAFA, on oublie de l'autre côté, en fait, là, on est passé de 3h30 à 3h ou 3h13. Globalement, la consommation média est plus ou moins la même. À l'intérieur de l'environnement digital, on a ces 3 acteurs-là. Ces mêmes 3 acteurs-là sont face aussi à une régulation dont l'Europe est en tête de pont, et ça, c'est génial. Donc, ça va se faire. Et au même moment, ils sont confrontés aussi dans leur propre pays à un moment donné, potentiellement, une fragmentation. Absolument. Ce qui s'est passé à l'époque de Microsoft. Donc, non, bien évidemment qu'ils seront toujours là, bien évidemment qu'ils seront moteurs, mais je pense que ça va être régulé. Et je pense qu'effectivement, les plateformes autonomes, les éditeurs, en réintroduisant la qualité du contenu et en respectant les règles, peuvent reprendre une part de marché. Ça va pas se faire en 2022, mais je pense... D'ici 2025, ça va un peu être régulé quand même, je pense. Pour revenir à votre fusion avec TBW à Paris, la campagne dont vous êtes la plus fière, pour terminer ? C'est horrible. Je sais, c'est pour ça que j'adore poser cette question. C'est très dur. Et en plus, c'est comme choisir entre ses enfants, c'est terrible. Exactement. J'en ai 4. Donc, du coup, je ne vais pas faire l'exercice pour la... Non, mais on est très fiers de déjà tout ce qu'on a gagné, quoi. Les marques que vous avez citées, et avec ce rythme-là, dans ce contexte-là, c'est génial maintenant. Et c'est pareil aussi, vous le disiez, quand il y a des campagnes que tout le monde voit, il y a des campagnes qui sont super fières, donc peu de voix, parce qu'on les a bien adressées à la bonne cible. C'est aussi ça. La difficulté de notre métier, c'est que nos campagnes émergent moins quand on fait bien notre travail d'adressage. Mais bien évidemment, il y a Schweppes qui est superbe, I Like It Like That. Il y a Winamax aussi, Tout pour ta daronne, que personnellement j'adore. Il y a Air France, quoi. Alors vous avez vu les consignes sécurité, mais le film qui va sortir est magnifique. Je peux pas vous en dire qu'une. Il y en a beaucoup. Et en fait, c'est ça qui est... Moi, personnellement, je pense que toutes les équipes sont fiers, c'est que non seulement on a gagné des budgets, mais on a sorti énormément de belles campagnes. Et c'est peut-être ça aussi par rapport à ce qui s'est passé, ou ce que dit Benjamin. Gagner beaucoup de prix sur 1 ou 2 campagnes, c'est déjà pas facile, mais c'est 1 ou 2, ça reflète pas l'ensemble du travail. Ce que j'ai adoré, ce qu'on a fait ces 18 derniers mois, et maintenant bientôt 2 ans, c'est la qualité d'exigence sur toutes ces campagnes-là. Le travail est beaucoup plus homogène, il est beaucoup plus réparti sur beaucoup plus de campagnes. Donc je vous en cite 2 parce que tout le monde les a vus, mais je pourrais vous en citer plein. Là, Tout pour ta daronne, il est en train de passer. Voilà, donc celui-là, je l'adore. Merci beaucoup, Olivier Rip, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Et je suis maintenant avec Nicolas Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et co-CEO d'Encore Store. C'est la place de marché qui met en relation les commerçants indépendants et les fournisseurs. Vous êtes l'une des toutes nouvelles licornes de ce début d'année, après une levée de fonds de 250 millions d'euros. Ce qui m'impressionne chez vous et ce qui m'interpelle, finalement, c'est que ce statut de licorne, vous l'avez obtenu en 2 ans. 2 ans à peine. C'est ça. C'est quoi le truc magique qui fait que d'un coup, vous décollez comme ça ? Il y a plusieurs choses. Il y a l'ambition. On est quand même le marché sur lequel on travaille aujourd'hui. C'est un marché qui pèse plus de 2,5 trillions de dollars. Nous, celui qu'on adresse actuellement, et la plateforme va évoluer, il est autour de 850 milliards en Europe. Donc un marché énorme. Très vite, une équipe expérimentée. Une ambition à minima européenne et plutôt mondiale, et une traction très importante. Donc tout ça a fait qu'on a eu très vite besoin de beaucoup de financement qu'on a déployé, et ça nous a amené très vite au statut de licorne. Ouais, c'est vrai que vous avez beaucoup de besoins de financement. Effectivement, vous êtes valorisé 1,7 milliard d'euros, je crois, après 4 levées de fonds. Pourquoi vous avez un tel besoin de cash ? Parce que
on doit conquérir très vite le marché européen. C'est ce qu'on appelle du blitzscaling. C'est du blitzscaling dans toute sa splendeur. Notre industrie, elle n'est pas locale. On ne peut pas réussir en partant sur on va d'abord être leader en France, puis on ouvrira l'Allemagne, et puis plus tard on verra pour ouvrir le UK. Notre industrie, donc celle du retail, met en relation des boutiques partout en Europe et des marques partout en Europe. Elle marche comme ça. Donc il faut conquérir l'Europe très très vite. On a ouvert, en moins de 10 mois, on a ouvert 5 bureaux en Europe. On a recruté 450 personnes en 10 mois. On a 450 personnes en 10 mois. En 10 mois. Quand on connaît les difficultés du recrutement en ce moment, c'est un exploit. C'est un exploit. On a déployé 250 personnes en Europe. Donc il y a 200 personnes en France, mais il y en a 250 qui ont été déployées sur 5 pays. Donc ça va très très vite. Et donc évidemment, ça brûle beaucoup de cash. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup besoin d'humains, alors que quand on examine à première vue ce que vous faites, on pense technologie, pas forcément humain. Oui, on est une entreprise tech. À la fin, c'est parce qu'on va apporter à ces boutiques d'indépendants de la technologie, de la data, des services, qu'on va les aider à réussir par rapport aux géants du e-commerce. Mais nous, le choix qu'on a fait, c'est de mettre de l'humain derrière ça. Donc on a... plutôt que par exemple, de recruter des marques avec des processus automatisés d'auto-inscription, on met un commercial derrière chaque marque pour l'accompagner et l'accueillir sur la plateforme. Nos clients sont quand même des clients qui viennent d'une industrie traditionnelle. Ils ont besoin de parler à un agent dans un service client. Donc le côté chatbot, ça marche pas. Donc, on a déployé beaucoup d'humains et on va continuer à déployer beaucoup d'humains chez Encore Store, tout en, évidemment, investissant massivement dans la technologie. Ce que vous êtes, si on peut le résumer, c'est un genre de super grossiste pour les détaillants, c'est ça ? Oui, on se voit comme une solution globale. La première étape, c'est de devenir une centrale d'achat. Donc, vraiment, mais vertueuse, je dirais, puisque comme on met en relation directement les marques avec les revendeurs indépendants, évidemment, on prend beaucoup moins de marge, donc on redistribue, je dirais, mieux la richesse, et on amène de la technologie, on amène de la science, c'est-à-dire qu'on va être capable demain de faire des recommandations à nos clients indépendants. Donc, on va devenir une super centrale d'achat avec beaucoup plus de services, puisque on peut aussi faire du financement, on va continuer à intégrer... Comment ça, on peut faire du financement ? Par exemple, un indépendant qui achète sur Encore Store, il paye à 60 jours, tout de suite, dès sa première commande. Alors que dans le monde, je dirais, plus traditionnel, avant qu'un distributeur ou qu'une marque accepte de faire un crédit à 60 jours à un de ses clients, il faut que la relation s'installe, on a besoin d'avoir confiance, etc. Nous, on travaille avec une start-up française qui est capable de faire du scoring à haute fréquence. Dès la première commande, on est capable de savoir si on peut faire un financement à 60 jours. Et c'est vous qui supportez le risque, pas la marque ? C'est nous qui supportons le risque pour la marque. Donc la marque, elle, est payée à la livraison. Donc c'est super pour elle. Ouais. L'indépendant paye à 60 jours et on passe aujourd'hui par une autre start-up française qui s'appelle Alma et un partenaire qui s'appelle Okodo. Et c'est eux qui gèrent cette complexité pour nous. D'accord. Vous adressez quel secteur en particulier ? Alors, nos clients, les secteurs principaux, c'est tout ce qui est home déco, donc décoration, épicerie fine, cosmétiques, accessoires de mode, univers enfant et tout ce qui est mode. D'accord. Et qui gère la logistique ? Alors aujourd'hui, la logistique est gérée directement par les vendeurs, par les marques. On leur propose une solution de transport avec UPS. Donc on a un partenariat européen avec UPS qui va chercher les commandes et les expédie directement chez les indépendants. Effectivement, la logistique, c'est un sujet qu'on regarde sur la durée. Pourquoi pas proposer d'autres solutions ? Vous êtes donc sur ce secteur très particulier de la marketplace, donc avec un business model de marketplace, j'imagine. Donc vous prenez une commission. J'ai lu des chiffres dans les Échos. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ce serait une commission de 20% sur la première commande, 10% dès la deuxième. C'est exactement ça. Et alors, c'est pas prohibitif un tel taux ? Vraiment pas. Je vous prends l'exemple. Donc,
une marque qui veut acquérir des clients, elle va aller 2 fois par an, elle va aller faire des salons professionnels. Un salon professionnel, le stand va lui coûter sans doute autour de 15 000 €. Elle va devoir passer 4 jours sur place. Et les marques nous disent coût d'acquisition autour de 700 €. D'accord. Nous, le minimum de commande sur la plateforme, il est à 100 €. Donc vous pouvez, en tant que revendeur indépendant, tester une marque pour 100 €. Et la marque donc, va gagner un client si un client décide de tester cette marque. Et donc, vous voyez, ça va lui coûter 20 €. Donc, on est vraiment pas cher sur la première commande. Donc, ce qu'on appelle l'ouverture de compte. Vous avez gagné un nouveau client. Et ensuite, sur ce qu'on appelle le repeat business, c'est-à-dire les commandes que cette boutique va repasser auprès de cette marque, on prend 10%. En offrant, on paye le financement, donc on prend le risque pour la marque. Et on rembourse les frais de port à la marque. Donc, si la marque veut passer en direct avec son revendeur, aux mêmes conditions qu'Encore Store, ça lui coûtera beaucoup plus que 10%. C'est pour ça qu'on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce fameux blitzscaling. Il faut faire énormément de volume pour que ça devienne rentable à un moment. Alors, il y a des effets réseau très importants. Donc, il faut aller vite parce que une fois que la boutique a pris ses habitudes et que finalement elle fait tous ses achats sur Encore Store, elle va rester. Donc, effectivement, il faut beaucoup de volume. Et ensuite, on peut imaginer d'autres services à valeur ajoutée qu'on va pouvoir proposer sur la plateforme. Par exemple, ça peut être des solutions marketing pour les marques, pour leur permettre de mieux cibler finalement les revendeurs avec lesquels elles veulent travailler. On peut aussi imaginer demain proposer des services à nos revendeurs. Donc, l'enjeu là... Quel type de service ? Par exemple, ça peut être aller plus loin dans le financement. Aujourd'hui, on finance la première commande. Mais demain, on pourrait financer une ouverture de boutique, par exemple. On pourrait financer plus de stock. On pourrait financer des campagnes marketing, puisqu'on connaît notre revendeur. Donc, on pourrait lui proposer des services qu'une banque potentiellement ne lui proposerait pas parce qu'elle ne le connaît pas comme nous, on peut le connaître. Donc, l'enjeu là, c'est de conquérir l'Europe, d'arriver à une taille critique où on devient incontournable, et ensuite on va continuer à intégrer des services, et certains d'entre eux sont payants, d'autres ne le seront pas, mais toujours dans l'idée d'aider finalement les marques et les revendeurs à faire du business ensemble. C'est ça votre cœur de business finalement, c'est d'aider à la digitalisation et au développement des petits retailers ? Oui, mais ce qui est important, c'est que, et ce qu'on a découvert sur Encore Store, c'est que la plupart des startups se sont focalisées sur l'aval, c'est-à-dire aider nos boutiques à trouver des clients. Alors qu'en fait, une boutique, quand elle est bien placée dans une rue, pas de problème. Les clients, ils viennent. Nous, on s'est rendu compte en passant énormément de temps avec eux que le problème principal, c'était pas l'aval, c'était surtout l'amont. Ouais. C'est si je ne suis pas capable de proposer des bons produits à mes clients, si je ne propose que des produits finalement qui sont vendus déjà sur les grandes plateformes de e-commerce, je ne suis pas compétitif, je ne les intéresse pas. Donc aidez-moi déjà à construire une offre qui est différente de ce qu'on peut trouver sur toutes les grandes plateformes de e-commerce. Moi, après, mes clients, ils rentrent dans la boutique et je sais les gérer. Et aidez-moi à passer plus de temps avec mes clients qui entrent dans la boutique. Donc nous, on s'est dit, mais en fait, c'est l'amont qu'il faut traiter en priorité. Et on a vu juste, puisque quand on voit la croissance qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait faire. Et peut-être que plus tard, on traitera l'aval. C'est-à-dire les aider à faire plus de ventes, notamment sur de l'omnicanal, etc. Ouais. Mais quand même, aujourd'hui, si on veut les aider, la priorité, c'est plutôt les aider à trouver des bonnes marques, à des bonnes conditions d'achat pour leurs clients. On a commencé cette interview avec cette levée de fonds à 250 millions d'euros. Là, on ne les compte plus, les levées de fonds en plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a eu un changement à un moment dans la French Tech. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou c'est juste conjoncturel parce que il y a plein de liquidités sur le marché et donc forcément les investisseurs savent plus où mettre leur argent ? Non, alors moi je suis un peu un vétéran de la French Tech puisque j'ai Encore Store, c'est ma deuxième entreprise et je suis dans la tech depuis 2007, donc ça fait quelques années, et je vois la différence de mentalité. Quand j'ai commencé donc en 2007-2008 avec Nicolas Dodifray, les entrepreneurs français, ils voulaient faire des leaders nationaux.
Donc ils étaient très contents de se dire je vais être leader en France et puis on verra dans 2-3 ans, peut-être que j'ouvrirai l'Allemagne, le UK ou l'Espagne, on verra. C'est plus le cas aujourd'hui. Nos entrepreneurs, ils ont des ambitions mondiales, ils veulent devenir des leaders mondiaux. Donc ils changent complètement d'état d'esprit. Et évidemment, quand vous avez des ambitions mondiales, vous attirez tous les grands fonds capables de déployer énormément d'argent pour vous aider à devenir des leaders mondiaux. Donc il y a un vrai changement d'état d'esprit des entrepreneurs de la French Tech. On est décomplexé en fait. Complètement décomplexé, et il y a quand même eu des succès qui ont démontré qu'on pouvait réussir, et donc les succès appellent les succès, et on a un cercle vraiment vertueux actuellement dans la French Tech, et tant mieux. Merci beaucoup Nicolas Cohen. Je rappelle que vous êtes cofondateur et co-CEO d'Encore Store. Merci d'avoir à vous. été avec nous. Et pour terminer cette émission, je suis en ligne avec Arnaud de Malocène, directeur du développement de The Boson Project, et avec Édouard Duroyon qui est sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de SAHLM de l'Oise. C'est notre rendez-vous mensuel autour de la transformation des entreprises. Et Arnaud, j'ai été un peu surprise quand vous m'avez parlé d'amener sur ce plateau la SAHLM de l'Oise. Un bailleur social, c'est pas vraiment une entreprise comme les autres quand même. Alors, elle n'est pas soumise aux mêmes impératifs, Arnaud. Pourquoi ce choix ? Ce choix parce que je trouve que c'est intéressant de casser un peu justement les stéréotypes, comme d'habitude, mais c'est vrai que les bailleurs sociaux peuvent avoir une image assez ancienne, une image parfois négative. On se dit que finalement ils n'ont pas vraiment d'impératif de transformation. Globalement, ils construisent et il y en aura toujours besoin. Mais en discutant avec Édouard, en fait, on bascule dans une autre dynamique, dans un autre univers que j'ai trouvé intéressant. Parce qu'effectivement, les bailleurs sociaux n'ont pas nécessairement les mêmes contraintes de temps que d'autres entreprises. Elles n'ont pas les mêmes impératifs de transformation non plus. Et donc, se dire pourquoi Édouard me parle de transformation, pourquoi un bailleur social devrait se transformer, c'est finalement quelque chose d'assez intéressant. Si je prends une image un peu qui est plutôt de la sociologie, c'est qu'une organisation, quand elle reste trop figée, quand elle ne bouge plus, quand elle rentre dans une certaine routine, on se retrouve à en oublier et le client et les collaborateurs. Et c'est un peu ça qu'a voulu éviter Édouard et que j'ai trouvé intéressant, parce qu'en face, on a des élus, on a des habitants qui, eux, évoluent à l'heure d'Amazon où vous pouvez recevoir du jour au lendemain votre colis. Quand il s'agit de faire la queue pendant 2 jours pour avoir une réponse ou des éléments d'un bailleur social, finalement, il y a quand même une déconnexion qui ne doit pas devenir trop importante. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Un acteur qu'on juge figé, sans pression de temps, qui n'a pas de nécessité réelle à se transformer. Pourtant, Édouard Duroyon, lui, a lancé une transformation qui fonctionne et qui a une certaine reconnaissance de la part des élus et des habitants. Et avec quelle méthode, Arnaud ? Édouard a ouvert les entrailles de la SAHLM. C'est intéressant. Il aurait pu partir tout seul avec son fanion pour répondre à l'air du temps en disant tiens, allez, on va pondre une raison d'être et puis tout le monde va me suivre. Il a fait l'inverse en fait. Il a ouvert les entrailles. Il est allé interroger collaborateurs, habitants, élus, ce qui est une démarche assez large, d'aller voir ceux qui notamment sont pas contents d'un bailleur social, mais ça a permis d'embarquer tout le monde sur le terrain, de créer une analyse commune qui permet de responsabiliser chacun, élu derrière dans les exigences qu'il pose, habitant parce que finalement ils se rendent compte aussi de ce que peut leur apporter un bailleur social, et puis collaborateurs parce qu'ils se rendent compte des enjeux qui ne viennent pas de la bouche d'Édouard, qui ne viennent pas d'une raison d'être qui serait un peu théorique, mais qui viennent des habitants et des élus, et donc ça a recréé un lien. Et ce qui est assez intéressant dans la manière dont il s'y est pris, c'est qu'après avoir ouvert ses entrailles et rassemblé tout le monde autour d'une même analyse et d'un besoin concret et réel, ils ont travaillé sur une raison d'être qui, du coup, n'était pas une espèce de cible inatteignable et un peu théorique, mais est devenue finalement la finalité de cette démarche-là. Et je trouve que ça donne beaucoup de sens au débat sur la raison d'être qu'on a beaucoup actuellement, parce que finalement, c'est quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est au service de la transformation, et quelque chose qui permet de créer une culture et du lien au service d'une transformation concrète. Alors justement, Édouard Duroyon, pour resituer, SAHLM de l'Oise, bailleur social, 10 000 équivalents logements, 20 000 personnes logées environ, une équipe de 140 collaborateurs, 60% de logements collectifs très présents en zone rurale. Et comme le disait à juste titre Arnaud, finalement, une clientèle très captive qui est toujours là, fidèle. Qu'est-ce qui vous a poussé malgré tout à vous transformer ?
Alors, c'est vrai que les clients, les personnes qui nous font confiance pour les loger, ont souvent pas le choix de choisir le logement social et parfois ils n'ont pas non plus la possibilité d'en partir. Mais c'est pas parce qu'on est dans cette situation-là que on doit accepter ou on doit se voir délivrer un niveau de service faible. Moi, je considère que si on a des revenus modestes, certes, on paie un loyer à un prix maîtrisé, mais c'est pas pour avoir un niveau de service modeste. Je trouve que le low cost, il est vraiment destructeur. Le low cost, c'est un prix faible, peu de services. Nous, ce qu'on voudrait essayer de faire à la SHLM de l'Oise, c'est un prix maîtrisé abordable, mais un haut niveau de service qui soit supportable. Et donc, on aurait pu se contenter du faible niveau de service que j'ai découvert en arrivant à la SHLM de l'Oise. Mais d'abord, ça heurtait mes valeurs. J'ai été baigné dans la grande distribution où j'ai démarré ma carrière et le client est roi. Et donc le respect du client, j'ai appris ce que c'était et ça m'a assez surpris quand j'ai découvert que l'entreprise avait perdu l'attention vis-à-vis de ses clients. Et puis aussi, nos clients, ils vivent dans un environnement aujourd'hui, comme le disait Arnaud à l'instant. C'est-à-dire qu'ils sont aussi en interaction avec les plateformes Internet, ils sont en interaction avec des acteurs et qui, eux, sont très, très efficaces. Quand vous pouvez commander n'importe quel produit livré en 4 heures dans votre canapé, que vous envoyez un email, évidemment, vous attendez une réponse plus rapide. Vous avez du mal à comprendre que l'entreprise ne va pas intervenir immédiatement. Et c'est vrai que nous, en tant que bailleur social, on peut être piégé. On emprunte sur 60 ans, on se projette sur le très long terme. Donc nous sommes des acteurs de long et très long terme. Et donc les habitants, eux, ils attendent de la réactivité, de l'immédiateté, parce que quand vous avez une fuite, vous avez envie qu'il soit réparé immédiatement. Quand vous avez une chaudière en panne, et ça peut arriver même avec les meilleures chaudières, vous avez envie de voir arriver une entreprise immédiatement. Et donc c'est ce décalage entre en fait le rythme de l'entreprise et sa stabilité et les attentes du monde. Et en fait, si on n'avait pas envie de mourir d'obsolescence ou de se retrouver rangé au rang des dinosaures au Muséum d'Histoire Naturelle, Fallait bouger. Eh ben, il fallait bouger, quoi. Il fallait se remettre en question. Mais c'est intéressant parce que vous utilisez le mot client, pas locataire. Oui. Alors, c'est vrai que j'utilise plus facilement le mot client. Le locataire, pour moi, ça renvoie à la relation contractuelle, ça renvoie au bail. Le propriétaire, le locataire, on est dans la posture, on est presque dans la lutte des classes. Et c'est vrai que nos représentants de locataires, les administrateurs représentant les locataires au conseil d'administration, ils préfèrent ce terme-là parce que ça renvoie au bail. Pour moi, le client, ça renvoie à la notion de service, de qualité de service rendu, d'attention. Et ça renvoie à l'idée que le logement peut être un service ou peut faire partie d'un bouquet de services. Et donc, le changement de l'état d'esprit entre le locataire qui a des droits et des devoirs et qui paye juste un loyer et dont on entretient la cage d'escalier, et le service avec le logement. Et après, il y a la notion d'habitant qui me paraît encore plus riche. L'habitant, c'est reconnaître l'expérience de l'usage. C'est reconnaître l'utilisation des logements. Et moi, je considère que ce sont les gens qui habitent dans nos logements qui les connaissent le mieux. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs besoins. Et donc, c'est eux que nous devons aller écouter et c'est à leur service. Parce que finalement, l'habitat, c'est la vie. Et donc, ça me paraît beaucoup plus riche de passer de la relation contractuelle à l'accompagnement des projets de vie à tous les moments de vie. Et c'est ça le projet qu'on propose à l'SHLM de l'Oise. Comment est-ce que vous avez fait pour mettre en œuvre cette transformation dans un secteur qui, a priori, semble doté d'une assez grande capacité d'inertie ? Alors, d'abord, les collaborateurs de l'entreprise, ils sont aussi baignés dans un monde extérieur. Ouais. Donc, ils se rendent compte eux-mêmes du décalage. Et c'est vrai, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une situation qui était compliquée, mais aussi des collaborateurs qui étaient en attente de quelque chose. Et finalement, quand je suis allé à leur rencontre, puisque les premiers temps de ma prise de poste, je l'ai consacré à aller à la rencontre des collaborateurs, je leur ai demandé comment vous ressentez l'entreprise, et qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, et qu'est-ce que vous proposeriez pour demain. Parce que c'est surtout ça qui est très intéressant. Donc j'ai réussi à les engager. Il ne suffit pas de dire tout va mal, il faut trouver des solutions. Ah bah non, parce que là sinon vous foutez le blues à tout le monde. Au contraire, c'est plutôt ok, le passé on va le laisser derrière, projetons-nous dans un avenir et l'avenir peut être différent. Donc j'ai voulu leur proposer une aventure. Après il faut aussi faire vivre le client et donc à tous les instants. Est-ce que quand on fait tel acte ou est-ce que quand on est en retard sur tel sujet, on fait vivre une bonne expérience à notre client ou pas ?
l'argent des loyers l'argent de la SHLM de l'Oise provient des loyers qui sont payés par les locataires. Donc on est redevable de la façon dont on utilise cet argent. Et donc la question de est-ce que le locataire, si vous voyez faire ce que vous faites, serait content de la façon dont vous dépensez votre argent, ça change la posture et ça change le regard. Et après, bien sûr, la co-construction. Avec les élus locaux notamment ? Avec les élus, oui. Et alors les élus, les collaborateurs. Alors je voudrais juste passer à une métaphore que j'aime bien, c'est le barbe à papa. La métaphore de la barbe à papa. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de manger une barbe à papa et au bout de quelques instants de vous retrouver avec la mousse d'un côté, le bâton de l'autre et d'essayer de raccrocher la barbe à papa au bâton? Ça marche pas. Et donc le client, c'est la même chose. Quand le client est sorti de l'organisation, vous ne pouvez pas le remettre dans l'organisation. Il faut réorganiser l'entreprise autour du client. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Et donc, c'est tout le travail qu'on a fait. Mais pour pouvoir faire ça, il faut l'adhésion et embarquer les collaborateurs. Mais il faut aussi embarquer les parties prenantes. Et ça aurait été facile d'aller voir ceux qui pensaient du bien de nous. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont intéressants et qui vont nous faire progresser. Donc, vous êtes allé voir qui alors? Tous les maires qui n'étaient pas contents? On est allé voir les maires qui n'étaient pas contents. Ouais. On est allé voir aussi des fournisseurs. Nous sommes allés voir aussi nos concurrents. Nous sommes allés voir des collègues dans notre environnement professionnel. On est allé voir les actionnaires aussi. Mais ça ne fait pas trop d'avis au bout d'un moment? Ah bah alors là, oui, on diverge beaucoup. Et puis après, il faut converger. Hein, ça c'est sûr. Alors, on s'est fait aider, bien sûr, avec les bosons qui nous ont aidés dans cette démarche. Mais finalement, ça a permis de constater qu'on avait un diagnostic partagé. Moi, j'ai pas peur de la divergence. Après, c'est sûr que le travail de synthèse, il est un peu plus compliqué. Un peu dur, ouais. Mais on a convergé vers un projet stratégique, on a convergé vers une raison d'être. Ça nous a permis de nous remettre d'accord sur à quoi sert-on et quel est notre projet. Et c'était important parce que la raison d'être, là, on nous la met un peu à toutes les sauces. C'était inévitable pour vous de passer par cette étape-là? Il faut d'abord se remettre d'accord sur la finalité, il faut d'abord se remettre d'accord sur le point auquel on veut aboutir. Moi, en tant que manager, mon rôle, c'est d'éclairer le chemin. Mais à un moment donné, pour que les gens ils comprennent vers où on va, il faut quand même qu'on leur dise. Et c'est plus riche si on décide ensemble de là où on veut aller. Donc pour moi, la raison d'être, c'est une vraie boussole. C'est une boussole de gouvernance de l'entreprise. Ça vient tout clarifier, ça vient réaligner. Parce qu'en fait, vous pouvez aligner sur votre raison d'être vos valeurs, votre organisation d'entreprise. Et donc chacun est en capacité au quotidien de raccrocher le changement à un projet global. Et donc, dans une entreprise en pleine mutation où les choses changent assez rapidement et assez souvent, vous pouvez attraper le tournis, vous pouvez perdre le sens du projet et puis finalement vous désengager. Alors que si vous savez pourquoi vous vous battez ou quelle est la finalité à atteindre, bah là, on embarque absolument tout le monde. Et donc, notre raison d'être, c'est agir par le logement social dans l'Oise pour construire ensemble une société durable et solidaire. Donc, on a mis la co-construction au cœur de notre raison d'être avec l'ensemble de nos parties prenantes. L'enjeu du développement durable, l'enjeu de la RSE, là, c'est quelque chose de fondamental chez nous. Et puis, la solidarité. Parce que, oui, tous les drames, tous les moments agréables et tous les drames de la vie, ils se déroulent dans nos logements. Et donc, à un moment donné, c'est comment nous, la stabilité que l'on a en tant que bailleur social sur une mission de très long terme, on peut la mettre au service de notre écosystème et au service des habitants comme un point de réassurance. En fait, cette stabilité et cette force, ça nous crée des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de notre écosystème. En tout cas, c'est ma vision du monde et on le partage à la SHLM de l'Oise. Et cette raison d'être, elle a permis ça. Je voudrais simplement dire que je ne suis pas le seul à la SHLM de l'Oise, puisque le monde professionnel HLM s'est engagé dans la raison d'être. Et donc, chaque société est en train d'élaborer sa raison d'être. Et au sein de mon groupe, le groupe Habitat en Région sous gouvernance des caisses d'épargne, on a la société Irilia qui a même pris le statut de société à mission. Et ça, c'est l'étape d'après. Et nous, avant 2024, on aura pris ce statut-là. Alors, justement, vous avez anticiper ma question d'après, parce que vous parlez de 2024. Votre plan, il est en deux parties. Vous avez une première période 2015-2019 où il fallait mettre un peu cette transformation en mouvement. Vous m'avez dit que c'est la période la plus énergivore, en fait. Et puis, une fois qu'on a mis tout le monde en mouvement, 2020-2024, il faut décomplexer et oser. Mais on ose quoi exactement quand on est un office HLM ? On ose tout à la SHLM de l'Oise. On ose s'engager pour les conjoints victimes de violences conjugales en construisant des tiny houses, des maisons mobiles pour pouvoir les installer là où il y a le besoin. On ose accueillir des stagiaires au-delà de notre besoin pour laisser personne sur le carreau, et en plus de ça, on a monté une colocation pour faciliter leur logement. On ose appeler l'ensemble des personnes âgées seniors dans notre parc pour savoir comment on peut adapter leur logement avant qu'ils n'en aient besoin.
On ose faire un fonds de solidarité pour aider les personnes qui ont eu des baisses de revenus dans le cadre du Covid, pour pouvoir finalement payer leur loyer. On ose marcher pour Octobre Rose, on ose s'engager. On ose aussi décider qu'à horizon 2024, nous n'aurons plus aucune passoire énergétique à la SHLM de l'Oise. 2024, c'est demain, là, quand même. 2024, c'est demain, oui, et c'est quelques millions d'euros aussi. La loi nous a ramené les étiquettes G en 2025, 28 et 33. Et nous, on a décidé, avec le groupe Habitants Région, le groupe sous gouvernance des caisses d'épargne dont on fait partie, on a décidé de ramener cette échéance-là à 2024. Donc, toute l'équipe est mobilisée, toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage, mais aussi les équipes des agences, parce qu'en fait, il faut informer les clients. Certains vont devoir déménager. Donc, on ose aussi mettre en place du coaching déménagement. Ça peut paraître idiot, mais tout le monde ne sait pas comment on fait des cartons. Quand vous n'avez pas déménagé depuis 20 ans, comment vous organisez votre rétro-planning, vos cartons, parce que le jour où le déménageur est là, c'est trop tard. Enfin, donc voilà, le coaching énergétique. Donc on ose balayer vraiment très très large. Vous êtes en train d'être plus social que bailleur, en fait. Oui. Alors, c'est vrai que le bailleur social est souvent réduit à son rôle de constructeur. Souvent, on parle du nombre de logements construits et on nous réduit au nombre de mètres cubes de béton et au nombre de mètres carrés d'artificialisation des sols. Nous, notre vision du monde, c'est une vision humaine. C'est que le logement social, au-delà de ça, bien sûr, parce que ça fait vivre des entreprises et puis le bâtiment, et souvent on nous appelle au secours, c'est la vision humaine. C'est comment pouvons-nous être utiles à la République ? Comment est-ce qu'on peut être utile socialement? Comment est-ce qu'on peut être utile aux habitants? Et finalement, moi, je souhaite que ma performance en tant que directeur général, elle soit pas mesurée sur les indicateurs économiques, mais elle soit mesurée sur l'utilité sociale et l'accompagnement des moments de vie que l'on a pu réaliser. Et toute l'équipe de l'entreprise, elle est complètement embarquée dans cette aventure. C'est marrant parce que vous avez un discours qui est presque antinomique entre le côté très stable, très durable, très long terme et le côté agilité et innovation. Oui. Vous arrivez à marier les deux? Nous, c'est la mixité. On est une entreprise privée, une société anonyme, donc on a un statut de société et en même temps on a une mission de service public, une mission d'intérêt général. Et donc la stabilité, elle est héritée de la mission elle est héritée du parc immobilier parce qu'il y a une récurrence de loyer. Et en fait, c'est pas une rente, c'est une force. Ça doit être un point d'atout pour être utile, pour mieux exercer notre mission d'intérêt général et notre mission de service public. Et si on veut être un acteur essentiel du monde de demain, et c'est mon cas, moi je veux pas être le dernier du monde d'hier, je veux être le premier du monde de demain et je veux embarquer tout le monde dans cette transition, collaborateurs, gouvernance, tout notre écosystème d'entreprise. Eh bien, oui, il faut se remettre en question et il faut avoir une vision moderne à la fois du management, de l'organisation des entreprises. Moi, ma doctrine ou ma valeur managériale, c'est la notion de responsabilité. Mon rôle de manager, c'est de créer des opportunités que les uns et les autres saisissent ou pas. Pour pouvoir faire ou pas. Ils font le choix de s'en emparer. Lorsqu'il y a des nouveaux emplois, on les offre à l'ensemble des collaborateurs. Ceux qui veulent lever la main pour dire celui-là m'intéresse peuvent candidater et on les étudie, on étudie la candidature. Celui qui veut s'engager, tous les projets sont lancés de manière suite à un appel à volontariat. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui disons, tiens, on va demander à un tel et un tel de lancer un projet. C'est, on lance un appel à projet. Celui qui veut s'engager, qui a le temps, l'intérêt, tout ça, le fait. Celui qui ne le souhaite pas, il fait le choix de ne pas le faire. Et après, on assume la responsabilité. C'est-à-dire que si j'ai candidaté à aucune offre d'emploi, je ne viens pas me plaindre que je n'évolue pas professionnellement. Et en même temps, c'est la même chose pour les projets. Donc, tout ça, ça permet de structurer la façon de faire. Et l'idée, dans la réorganisation de l'entreprise, ça a été de mettre la décision au plus proche du client. Nous avons un siège et 3 agences. Ouais. Et on a tendance dans les mondes traditionnels, à être assez pyramidal et une pyramide un peu inversée. C'est-à-dire, le centre décisionnel, il est au plus loin du terrain, il est au plus loin du client. Et moi, mon rôle dans cette transformation, ça a été d'aplatir le schéma pyramidal et le schéma décisionnel et de dire, c'est celui qui fait qui sait, c'est celui qui sait qui dit. Et c'est la même chose pour les clients. Et donc, du coup, on a donné les clés du camion, en fait, à l'ensemble des collaborateurs pour décider.
Arnaud, à chaque fois qu'on parle ensemble de transformation des entreprises, ça fait un petit moment maintenant, il y a ce mot de co-construction qui revient. C'est l'alpha et l'oméga de toute transformation réussie, cette co-construction, Arnaud ? Je dirais pas l'alpha et l'oméga, mais c'est pas une cible, c'est un moyen, c'est un outil et qu'on peut utiliser pour moi à 2 niveaux pour responsabiliser tout le monde dans l'analyse et responsabiliser tout le monde dans l'action, mais on utilise des leviers différents à chaque fois. Si on reprend ce qu'a dit Édouard, on responsabilise tout le monde dans l'analyse. Tout le monde met la main dans l'analyse pour se rendre compte aussi de la complexité des choses. Et c'est hyper intéressant parce que vous créez finalement un cap qui est commun à partir d'une analyse qui est partagée. Donc tout le monde a participé à l'exercice et c'est peut-être le meilleur moyen d'embarquer les gens. C'est que en fait votre analyse elle compte. Votre regard qui vient du terrain, il est aussi pertinent que celui du dirigeant. Et nous, on l'a fait dans un certain nombre d'entreprises. Et ce qui est assez fascinant depuis 10 ans, c'est que dans toutes les entreprises qu'on accompagne, la vision des collaborateurs, des enjeux de l'entreprise, elle est rarement, voire jamais, finalement contradictoire avec la vision des enjeux de l'entreprise qu'ont les dirigeants. Tout le monde se rejoint, mais avec un niveau différent. Donc ça, c'est le premier champ plutôt ouvert, et voire même ce qu'a décrit Édouard, jusqu'aux clients, jusqu'aux élus, etc. Et ensuite, il y a une deuxième partie de co-construction qui responsabilise dans l'action. Et là, c'est moins ouvert et c'est important parce que dans toutes les entreprises qu'on accompagne, il y a un langage qui est quasi militaire, qui ressort, qui nous frappe à chaque fois, qui est en fait, moi je veux du cadre, je veux de la discipline, je veux quelque chose d'assez clair, mais par contre une autonomie totale dans le cadre, qui est la subsidiarité que décrivait Édouard. Et quand on bascule dans l'action, il peut y avoir de la co-construction, mais par contre il est hyper important qu'il y ait eu une décision, qu'il y ait un cadre qui soit clair, parce que pour qu'une transformation réussisse, finalement il faut la découper. Il faut monter les marches une par une et il y a un certain nombre d'actions. Si vous faites porter l'intégralité de la transformation en disant maintenant que j'ai mon cap, emparez-vous de la transformation. Mais ça ne fonctionne pas parce que vous faites porter l'intégralité de la transformation à tout le monde. L'enjeu, c'est comment, une fois que tout le monde a construit le cap commun, chacun prend un bout de la transformation à son niveau, avec sa responsabilité, en pouvant juger de ce qu'il a accompli ou pas, en pouvant être reconnu là-dessus. Et c'est comme ça qu'on arrive à finalement créer une dynamique constructive qui fait que chacun s'empare à son niveau. On crée des terrains d'expression pour chacun à son niveau dans le cadre de la transformation. Mais donc on n'est pas dans une co-construction à tout craint en disant « Allez les mecs, emparez-vous du truc, discutez autour d'une table avec 3 post-it et puis on verra bien ce qu'il en sort ». On est sur finalement quelque chose d'assez structuré. Merci beaucoup Arnaud de Malocène, directeur du développement The Boson Project. On se retrouve bien évidemment en plateau le mois prochain. Et puis Édouard Duroyon, directeur général de SAHLM de l'Oise. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, je vous retrouve vendredi prochain. Et puis lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier à cette même place. Passez un très bon week-end sur Bismart.